Dans les archives secrètes de l'Université de Caroline du Sud, un document daté de 1857 attend depuis plus de 160 ans qu'on découvre la vérité sur Solomon Hartwell, l'esclave qui fit trembler Charleston en enterrant vivant 9 de ses maîtres dans les fondations mêmes de leur demeure somptueuse. Cette histoire, si elle est vraie, révèle l'une des vengeances les plus méticuleuses et terrifiantes jamais orchestrées sur le sol américain. Inscrivez-vous à cette chaîne et dites-moi de quelle ville vous nous écoutez, car cette histoire vous glacera le sang, peu importe d'où vous venez. Charleston, Caroline du Sud, automne 1856. La ville portuaire respire encore l'opulence d'un Sud prospère. Ses maisons à colonnes blanches témoignant de fortunes bâties sur le commerce du coton et sur d'autres marchandises bien plus sombres. Les pavés humides de Meeting Street résonnent du claquement des sabots des chevaux tirant les calèches ornementées des familles les plus influentes de la région. Les Pemberton, établis depuis 4 générations, les Ravencroft, dont la fortune remonte à l'époque coloniale, les Caldwell, qui règnent sur leurs vastes plantations comme des monarques absolus sur leur domaine. En cette période d'avant-guerre, Charleston demeure un bastion inébranlable de l'aristocratie sudiste, une société figée dans ses traditions et ses privilèges. Les salons feutrés des grandes demeures du quartier prestigieux de South of Broad accueillent chaque soir des discussions politiques enflammées et des transactions commerciales discrètes, tandis que, dans les quarters sombres des plantations environnantes, des centaines d'âmes humaines réduites en esclavage travaillent dans des conditions que même les contemporains les plus endurcis préfèrent ignorer par commodité morale. L'air de Charleston porte en permanence les effluves mélangés du jasmin des jardins patriciens et de la sueur des docks où s'entassent les balles de coton destinées aux filatures du Nord. Cette dualité olfactive résume parfaitement la contradiction fondamentale d'une ville qui cultive les apparences de la civilisation tout en prospérant grâce à la barbarie organisée. C'est dans ce décor de grandeur hypocrite et de raffinement cruel que va se dérouler l'une des vengeances les plus élaborées de l'histoire américaine. Une vengeance orchestrée par un homme dont l'intelligence exceptionnelle n'avait d'égal que la profondeur abyssale de sa souffrance accumulée. Solomon Hartwell, 36 ans, esclave depuis sa naissance mais libre dans son esprit depuis qu'il avait appris à déchiffrer les secrets de l'écriture. Solomon n'était pas un esclave ordinaire, et c'est précisément cette singularité qui allait faire de lui l'ennemi le plus dangereux que l'institution esclavagiste ait jamais enfanté. Né vers 1820 sur la plantation Whitfield, située à une quinzaine de milles au nord de Charleston, il avait eu la chance extraordinaire d'apprendre à lire et écrire en secret, grâce aux leçons clandestines que lui donnait Eleanor Whitfield, la fille cadette de son premier maître. Eleanor, jeune femme de 20 ans aux convictions progressistes qui détonnaient dans son environnement, avait entrepris cette éducation interdite par compassion chrétienne et par rébellion contre l'ordre établi. Chaque soir, après que la maisonnée se fut endormie, elle retrouvait Solomon dans la bibliothèque familiale et lui enseignait non seulement les rudiments de la lecture, mais aussi l'histoire, la géographie, les mathématiques et même les rudiments du latin. Cette éducation exceptionnelle allait faire de Solomon un homme intellectuellement supérieur à la plupart de ses futurs maîtres, différence qui ne passerait pas inaperçue et qui signerait son malheur. Lorsqu'Eleanor mourut prématurément de la tuberculose à l'âge de 23 ans, en 1843, sa disparition marqua la fin de l'enfance protégée de Solomon. Joshua Whitfield, patriarche austère et pragmatique, découvrit les activités secrètes de sa fille défunte en fouillant ses affaires personnelles. La révélation de cette transgression familiale le mit dans une rage froide qui ne trouvait qu'une seule issue: se débarrasser du témoin gênant de la faiblesse de sa fille. Solomon fut vendu dès la semaine suivant les funérailles. Non par nécessité financière, les Whitfield étaient prospères, mais parce que sa présence rappelait trop douloureusement à Joshua la désobéissance posthume d'Eleanor et la fragilité de son autorité patriarcale. Commença alors pour Solomon
Un calvaire de 13 années qui le mena de plantation en plantation, de maître en maître, chacun découvrant son instruction interdite, et chacun y voyant soit une menace à mater, soit une curiosité à exploiter. Au fil de ces années d'errance forcée, Solomon développa une compréhension profonde des mécanismes de l'oppression et des failles psychologiques de ses oppresseurs. Il apprit à dissimuler son intelligence quand elle représentait un danger, à la révéler quand elle pouvait lui être utile, et surtout à observer et mémoriser chaque détail de la cruauté humaine qu'il subissait quotidiennement. Sans le savoir, ces maîtres successifs formaient l'instrument de leur future destruction. Le 23 octobre 1856, par une matinée brumeuse typique de l'automne carolinien, Solomon Hartwell fut acheté lors d'une vente aux enchères qui se tenait sur Chalmers Street, dans le cœur commercial de Charleston. Cette transaction, en apparence aussi banale que les dizaines d'autres qui avaient lieu chaque semaine dans la ville, cachait une réalité infiniment plus sordide et perverse que tout ce que Solomon avait pu endurer jusqu'alors. L'acquéreur n'était pas un planteur individuel, mais un consortium de 9 hommes influents de Charleston qui s'étaient associés dans une entreprise commune. Ces hommes ne cherchèrent pas à partager les coûts d'acquisition d'un travailleur agricole, comme ils le prétendaient publiquement, mais à satisfaire des instincts bien plus vils et des curiosités intellectuelles malsaines qui s'étaient développées au fil de leurs conversations privées dans les clubs fermés de la haute société Charleston. Le consortium était mené par Cornelius Pemberton, patriarche vénérable d'une famille de planteurs établie depuis 3 générations dans la région. À 62 ans, cet homme à la barbe blanche, soigneusement taillée et aux manières distinguées d'un gentilhomme du vieux Sud, cachait sous son apparence respectable une fascination morbide pour les limites de la résistance humaine. Ses associés partageaient ses penchants déviants tout en conservant leur façade sociale impeccable. Marcus Ravencroft, 58 ans, exerçait la profession de juge au tribunal de Charleston et possédait 2 plantations prospères dans les environs de la ville. Sa réputation de juriste intègre contrastait tragiquement avec ses activités secrètes, où il prenait un plaisir malsain à créer des simulacres de justice qui pervertissaient tous les principes qu'il était censé défendre publiquement. Silas Caldwell, ancien officier de l'armée continentale reconverti dans le commerce du coton, apportait au groupe ses connaissances militaires et disciplinaires. À 55 ans, cet homme sec et nerveux avait gardé de son passé militaire une obsession pour l'ordre et la hiérarchie qu'il exprimait de manière de plus en plus sadique depuis qu'il avait quitté l'uniforme. Tobias Henley, 49 ans, dirigeait l'une des banques les plus importantes de Charleston et pratiquait l'usure avec une cruauté méthodique qui lui avait valu une fortune considérable. Son expertise financière servait au groupe pour organiser leurs activités communes tout en maintenant une comptabilité secrète de leurs expériences et de leurs résultats. Ezra Thornton, médecin respecté âgé de 62 ans, était officiellement spécialisé dans le traitement des affections nerveuses et mentales. Ses connaissances anatomiques et physiologiques faisaient de lui l'expert technique du groupe, celui qui calculait les doses de souffrance compatibles avec la survie prolongée de leurs victimes. Nathaniel Brooks, pasteur de 54 ans de l'église méthodiste de Meeting Street, prêchait chaque dimanche la charité chrétienne et la miséricorde divine devant une congrégation respectueuse. Cette respectabilité religieuse lui servait de couverture parfaite pour des activités qui défiaient tous les commandements qu'il enseignait depuis sa chair. Augustus Fleming, avocat de 47 ans spécialisé dans les questions juridiques liées à l'esclavage, rédigeait les contrats et les documents légaux qui organisaient et protégeaient l'institution particulière du Sud. Son expertise juridique permettait au groupe de maintenir leurs activités dans un flou légal savamment entretenu. Vincent Carey, marchand prospère de 43 ans, possédait les plus grands entrepôts du port de Charleston et contrôlait une partie importante du commerce maritime de la ville. Ces installations portuaires offraient au groupe des lieux discrets pour leurs activités, loin des regards indiscrets de la société Charleston. Enfin, Jeremiah Blackstone, le plus jeune du groupe à 35 ans, était aussi le plus imprévisible et le plus dangereux.
Héritier d'une fortune familiale considérable, il n'exerçait aucune profession officielle, mais s'adonnait à ses passions personnelles, avec une violence qui inquiétait parfois même ses associés. Ces 9 hommes avaient développé au fil de leurs rencontres privées un système qu'ils appelaient entre eux l'éducation progressive par étapes. Solomon devait passer exactement 1 semaine chez chacun d'eux, subissant des sévices de plus en plus raffinés et psychologiquement destructeurs, conçus pour briser définitivement son esprit avant qu'il ne soit finalement revendu à un planteur de Géorgie qui ne poserait aucune question sur son état mental ou physique. La première semaine, chez Cornelius Pemberton dans sa plantation Magnolia Grove, Solomon découvrit rapidement l'étendue terrifiante de sa nouvelle situation. Enfermé dans une cave spécialement aménagée sous la demeure principale, une cave que Pemberton avait fait creuser et équiper selon ses spécifications personnelles, il fut soumis à des expériences psychologiques méthodiques destinées à tester et documenter sa résistance mentale. Pemberton, fasciné par les théories émergentes de la phrénologie et de la physiognomonie alors en vogue dans les cercles intellectuels, mesurait obsessionnellement le crâne de Solomon avec des instruments de précision, prenant des notes détaillées sur ses réactions à différents stimuli de douleur et d'humiliation. Ces mesures étaient consignées dans un carnet personnel que Pemberton tenait avec la rigueur d'un scientifique étudiant un spécimen de laboratoire. Mais Pemberton avait gravement sous-estimé son cobaye humain. Solomon, loin de se briser sous la pression psychologique comme l'espérait son geôlier, observait avec acuité, analysait méthodiquement, mémorisait chaque détail de son environnement et des habitudes de ses tortionnaires. Chaque faille dans leur système de surveillance, chaque routine prévisible, chaque moment de négligence était enregistré dans sa mémoire avec la précision d'un cartographe explorant un territoire inconnu. Il comprit rapidement que ces hommes avaient fait de leur cruauté un art raffiné, une science expérimentale qu'ils pratiquaient avec la même méthode qu'un chercheur étudiant les propriétés d'un nouveau composé chimique. Il ne s'arrêterait pas tant qu'il conserverait un souffle de vie et une parcelle de lucidité. Cette révélation, loin de le désespérer, cristallisa en lui une résolution d'acier trempé. C'est durant cette première semaine de calvaire, dans l'obscurité moite de la cave de Pemberton, que germa dans l'esprit exceptionnellement organisé de Solomon l'idée de sa vengeance. Non pas une révolte désespérée et vouée à l'échec comme tant d'esclaves en avaient tenté avant lui, mais un plan méticuleux et d'une sophistication diabolique qui prendrait des mois à s'accomplir et qui retournerait contre ses tortionnaires leur propre raffinement de cruauté. Les semaines suivantes confirmèrent et dépassèrent même les pires craintes que Solomon avait pu nourrir concernant son sort. Chaque passage d'un maître à l'autre révélait de nouveaux abîmes dans la perversité humaine et de nouvelles variations sur le thème de la torture psychologique et physique. Chez Marcus Ravencroft, dans sa demeure élégante du quartier résidentiel de Charleston, Solomon fut plongé dans un univers kafkaïen de justice pervertie qui dépassait en horreur tout ce qu'il avait pu imaginer. Ravencroft avait transformé sa cave en une parodie sinistre de tribunal, avec un banc des accusés, une chaire de juge et même un box de jury occupé par des mannequins de bois revêtus de robes noires. Dans cette mascarade judiciaire quotidienne, Solomon était alternativement accusé de crimes imaginaires soigneusement détaillés et forcé de témoigner contre d'autres esclaves fictifs dont Ravencroft inventait les biographies avec un talent narratif digne d'un romancier. Le juge prenait un plaisir malsain à créer des dilemmes moraux impossibles, forçant Solomon à choisir lesquels de ses supposés complices méritaient les châtiments les plus sévères pour des forfaits qu'il n'avait jamais commis. Ces séances duraient parfois 8 heures d'affilée, Ravencroft endossant tour à tour les rôles du procureur, de l'avocat de la défense et du juge, créant des débats juridiques surréalistes où Solomon était simultanément victime, témoin et accusé. La perversité du système résidait dans sa logique implacable. Chaque réponse de Solomon était retournée contre lui, chaque protestation d'innocence interprétée comme un aveu de culpabilité supplémentaire. Chez Silas Caldwell, l'ancien militaire,
La torture prit une dimension plus physique, mais toujours soigneusement calculée pour ne laisser aucune marque visible qui pourrait compromettre la revente future de Solomon. Caldwell avait transformé les vastes écuries de sa propriété en un véritable camp d'entraînement militaire où il soumettait Solomon à des exercices impossibles inspirés de ses souvenirs de caserne. Marches forcées dans des bottes trop petites remplies de gravier, exercices de port d'armes avec des fusils délibérément déséquilibrés, séances d'instruction militaire ponctuées de punitions pour des fautes que Solomon ne pouvait pas éviter de commettre. Caldwell avait recréé toute la brutalité de la discipline militaire en l'amplifiant et en la pervertissant. Les échecs inévitables de Solomon étaient punis par des privations de nourriture et de sommeil calculées pour maintenir sa lucidité tout en épuisant ses forces physiques. Tobias Henley, le banquier méticuleux, développa un système d'une perversité comptable qui transformait chaque moment de l'existence de Solomon en transaction financière. Henley avait créé un système de dettes fictives que Solomon était supposé rembourser par un travail supplémentaire et des privations volontaires. Chaque repas, chaque gorgée d'eau, chaque minute de repos était facturé selon un barème complexe que Henley modifiait quotidiennement. Les intérêts s'accumulaient selon des règles mathématiques incompréhensibles, créant une spirale infernale de dettes qui augmentait plus vite que Solomon ne pouvait théoriquement la rembourser. Henley prenait un plaisir sadique à expliquer à Solomon, chiffres à l'appui, l'impossibilité mathématique de sa situation et l'inutilité fondamentale de tous ses efforts. Cette démonstration quotidienne de l'absurdité économique de sa condition d'esclave était destinée à briser en Solomon toute illusion sur la possibilité de s'élever par le travail et le mérite. Mais c'est chez le docteur Ezra Thornton que Solomon vécut les moments les plus éprouvants et les plus dangereux de son calvaire. Thornton, médecin respecté de Charleston et membre de plusieurs sociétés savantes, utilisait ses connaissances anatomiques approfondies pour infliger des souffrances précises et scientifiquement calibrées qui repoussaient les limites de l'endurance humaine sans jamais franchir le seuil de la mort. Sous prétexte d'études médicales sur les différences de résistance à la douleur selon les races, théorie pseudo-scientifique alors en vogue dans certains cercles académiques, Thornton menait des expériences qui relevaient de la pure torture médicalisée. Il documentait méticuleusement les réactions de Solomon dans des carnets qu'il gardait soigneusement cachés dans son cabinet privé, rédigeant des comptes rendus cliniques d'une froideur scientifique qui rendait ses actes encore plus monstrueux. Injection de substances irritantes dans les muscles, tests de résistance aux températures extrêmes, privation sensorielle prolongée accompagnée de stimuli agressifs. Thornton explorait systématiquement toutes les voies par lesquelles la souffrance pouvait être infligée à un corps humain sans compromettre ses fonctions vitales. Ses connaissances médicales lui permettèrent de calculer avec précision les doses de tourments compatibles avec la survie, transformant la médecine en instrument de torture raffiné. Chaque passage d'un maître à l'autre était soigneusement orchestré selon un protocole établi par le consortium. Solomon était transporté dans une carriole fermée et verrouillée, menottée et encagoulée, de sorte qu'il ne puisse pas identifier les liens géographiques entre ces différents lieux de détention, ni comprendre la logique de ses déplacements dans Charleston et ses environs. Cette isolation calculée faisait partie intégrante du processus de désorientation psychologique. Solomon devait perdre tout repère spatial et temporel, toute capacité à situer ses souffrances dans un contexte géographique ou social compréhensible. Il devait devenir un objet de laboratoire totalement dépendant de ses expérimentateurs, incapable d'imaginer une existence en dehors de leur système de torture scientifique. Pourtant, contre toute attente de ses tortionnaires, Solomon gardait non seulement l'esprit clair, mais développait une acuité intellectuelle encore renforcée par l'adversité. Durant les rares moments de répit qu'on lui accordait, dans les intervalles entre les séances de torture, il organisait mentalement sa stratégie de vengeance avec la méthode d'un général planifiant une campagne militaire complexe. Il avait compris que ces hommes se considéraient comme intouchables,
protégés par leur statut social éminent, leur réseau d'influence politique et économique, et surtout par leur conviction inébranlable de la légitimité morale de leurs actes. Cette arrogance collective serait leur point faible, la faille dans leur système défensif que Salomon exploiterait pour les détruire un par un. Le point de bascule psychologique survint lors de sa 8e semaine de calvaire chez le pasteur Nathaniel Brooks. Celui-ci avait installé Salomon dans les sous-sols labyrinthiques de son église méthodiste, dans un espace spécialement aménagé sous l'autel principal. Cette cache, accessible par un système de passage secret que Brooks avait fait creuser à ses frais, permettait au pasteur de forcer sa victime à assister à ses sermons dominicaux depuis les entrailles même de son lieu de culte. Brooks prenait un plaisir pervers, particulièrement raffiné, à prêcher sur les thèmes de la miséricorde divine, du pardon chrétien et de la justice céleste, tout en sachant que sa victime l'entendait parfaitement, enchaînée quelques mètres sous ses pieds. Cette profanation de l'espace sacré et cette perversion des enseignements chrétiens représentaient pour Brooks l'accomplissement ultime de sa domination psychologique. C'est en entendant Brooks prêcher avec une éloquence passionnée sur la charité envers les déshérités et la protection des innocents que Salomon réalisa pleinement l'hypocrisie absolue et l'abjection morale de ces tortionnaires. Ces hommes ne se contentaient pas d'être cruels. Ils avaient fait du mal leur véritable religion, tout en conservant les apparences de la respectabilité sociale et même de la vertu chrétienne. Cette révélation acheva de cristalliser la détermination de Salomon et transforma sa soif de vengeance personnelle en mission quasi-religieuse. Il ne s'agissait plus seulement de punir ses propres tortionnaires, mais de révéler au monde la vérité sur ces piliers supposés de la société Charleston et de faire justice pour toutes leurs victimes passées et futures. La 9e et dernière semaine de son calvaire programmé devait se passer chez Jeremiah Blackstone, le plus jeune et paradoxalement le plus imprévisible membre du consortium. Blackstone possédait une imposante demeure sur East Bay Street, directement face au port animé de Charleston, une position géographique qui lui permettait de surveiller les allées et venues des navires, tout en bénéficiant de l'isolement acoustique nécessaire à ses activités secrètes. Contrairement aux autres membres du groupe, Blackstone ne cherchait pas à justifier sa cruauté par des théories pseudo-scientifiques, des prétextes religieux ou des rationalisations économiques. Il était cruel par plaisir pur et simple, par fascination esthétique pour la souffrance humaine, et cette absence totale d'hypocrisie le rendait paradoxalement plus prévisible que ses associés plus sophistiqués. Mais cette franchise dans la perversité poussa Blackstone à commettre une erreur fatale qui allait compromettre tout le système si soigneusement élaboré par le consortium. Convaincu que 8 semaines de torture méthodique avaient définitivement brisé l'esprit de Salomon et en avaient fait un objet humain totalement docile, Blackstone négligea certaines précautions de sécurité élémentaires que ses associés plus prudents avaient toujours respectées. C'est ainsi que Salomon découvrit, dans le bureau personnel de Blackstone, laissé exceptionnellement non verrouillé, l'existence et le contenu des correspondances secrètes entre les 9 membres du consortium. Ces lettres, rédigées dans un code simple mais systématique que l'intelligence aiguisée de Salomon déchiffra en quelques heures d'études attentives, révélaient l'ampleur véritable de leur conspiration et l'étendue de leurs crimes passés. Les documents découverts révélaient que le système de torture organisé du consortium fonctionnait depuis plus de 10 ans et avait fait de nombreuses victimes avant Salomon. Les lettres mentionnaient avec une précision comptable d'autres esclaves, hommes et femmes, qui avaient subi le même processus de destruction méthodique. Certains étaient morts durant le processus d'éducation progressive, leurs corps discrètement enterrés dans des fosses communes sur des terres reculées appartenant aux différents membres du groupe. D'autres avaient survécu physiquement, mais avaient sombré dans une folie totale qui les rendait inutilisables comme main-d'œuvre, ces épaves humaines étant alors revendues à des prix dérisoires à des planteurs peu scrupuleux de Géorgie ou d'Alabama qui ne posaient aucune question sur l'état mental de leurs acquisitions.
Les correspondances révélaient même l'existence d'un réseau de complicité avec certains marchands d'esclaves de Savannah qui se spécialisaient dans ce type de marchandises humaines défectueuses. Plus troublant encore, Solomon découvrit que le consortium avait développé toute une méthodologie pseudo-scientifique de la torture psychologique, s'inspirant des dernières théories psychiatriques européennes et des techniques d'interrogatoire militaire perfectionnées pendant les guerres napoléoniennes. Ils avaient créé un véritable laboratoire humain où ils testaient différentes approches de destruction mentale pour déterminer les méthodes les plus efficaces. Les lettres révélaient aussi l'existence de connexions avec des groupes similaires dans d'autres États du Sud, suggérant un réseau organisé de torture expérimentale qui dépassait largement les frontières de la Caroline du Sud. Des échanges réguliers d'informations techniques et même de victimes avaient eu lieu entre Charleston et des villes comme Richmond, Atlanta ou la Nouvelle-Orléans. Cette découverte transforma la soif de vengeance personnelle de Solomon en une mission de justice beaucoup plus vaste. Il ne s'agissait plus seulement de se venger pour ses propres souffrances, mais de faire justice pour toutes les victimes de ce système organisé de cruauté et de révéler au monde l'existence de ce réseau de torture qui opérait en toute impunité sous le couvert de la respectabilité sociale. Solomon profita de l'arrogance croissante de Blackstone pour parfaire son plan de vengeance et rassembler les informations nécessaires à son exécution. Il étudia minutieusement les plans architecturaux de la demeure, mémorisa les habitudes quotidiennes de tous les domestiques, identifia les points faibles du système de sécurité et cartographia mentalement tous les accès possibles à la propriété. Mais surtout, il découvrit quelque chose d'inattendu qui allait révolutionner sa stratégie. Blackstone gardait chez lui, dans son laboratoire personnel aménagé dans les caves de sa demeure, une réserve importante de chloroforme et d'autres substances chimiques que le jeune homme utilisait pour endormir ses victimes avant de les torturer. Cette pharmacie clandestine offrait à Solomon l'arme parfaite pour la réalisation de son plan. L'idée de sa vengeance prit alors sa forme définitive dans l'esprit méthodique de Solomon. Le chloroforme serait son instrument principal, mais pas pour tuer rapidement ses tortionnaires. Non. La mort serait trop douce et trop rapide pour des hommes qui avaient fait de la souffrance prolongée leur spécialité. Il avait conçu pour eux un châtiment qui égalerait et dépasserait même leur propre raffinement de cruauté. Durant cette dernière semaine de captivité programmée, Solomon perfectionna son art de la dissimulation en simulant une folie progressive qui enchantait Blackstone. Il se mit à parler tout seul en marmonnant des phrases incohérentes, à rire sans raison apparente, à trembler de manière incontrôlable lors des séances de torture. Blackstone, ravi de ce qu'il percevait comme sa victoire totale sur l'esprit de Solomon, relâcha encore davantage sa surveillance et se montra de plus en plus négligent dans ses précautions. Il ne se doutait pas que chaque geste démentiel de Solomon était soigneusement calculé, chaque rictus une feinte destinée à endormir sa méfiance, chaque tremblement une performance théâtrale conçue pour masquer une lucidité et une détermination plus aiguë que jamais. Solomon était devenu un acteur consommé, jouant le rôle de sa propre déchéance mentale avec un talent qui aurait fait honneur aux meilleurs comédiens de Charleston. Le plan de vengeance que Solomon avait élaboré durant ces 9 semaines de calvaire était d'une simplicité terrifiante et d'une sophistication diabolique qui reflétait parfaitement l'intelligence exceptionnelle que ses tortionnaires avaient sous-estimée. Il avait passé ce temps précieux à étudier méticuleusement chacun de ses bourreaux, à mémoriser leurs habitudes les plus intimes, leurs faiblesses psychologiques, leurs peurs secrètes et surtout leurs techniques de torture qu'il comptait retourner contre eux. Il savait que ces hommes se sentaient absolument intouchables, protégés par leur fortune considérable, leur statut social éminent, leur réseau d'influence politique et économique qui s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères de l'État de Caroline du Sud. Cette arrogance collective, cette conviction inébranlable de leur impunité, serait précisément la faille dans leur système défensif que Solomon exploiterait pour les détruire méthodiquement. Le 1er novembre 1856,
Solomon devait officiellement être transféré vers une plantation de Géorgie pour y être revendu comme main-d'œuvre défaillante. C'était le jour que Solomon avait minutieusement choisi pour déclencher sa vengeance, profitant de la transition administrative qui rendrait sa disparition temporairement moins visible pour les autorités. Mais d'abord, il devait s'évader de chez Blackstone, tâche qui s'avéra étonnamment facile grâce à la négligence croissante de son dernier geôlier. Blackstone avait pris l'habitude de boire chaque soir un verre généreux de bourbon de Kentucky avant de se coucher, rituel de détente qui marquait la fin de ses activités diurnes et le début de sa vulnérabilité nocturne. Cette nuit-là, Solomon mélangea habilement une dose soigneusement calculée de chloroforme au whisky de son tortionnaire, dosage qu'il avait appris à maîtriser en observant Blackstone utiliser cette substance sur d'autres victimes. Quand Blackstone s'effondra dans son fauteuil de cuir, inconscient pour plusieurs heures, Solomon récupéra les clés de ses chaînes et sortit silencieusement de la propriété par une fenêtre du sous-sol qu'il avait repérée et testée durant sa captivité. Mais au lieu de fuir vers le nord comme tout esclave évadé l'aurait instinctivement fait, Solomon prit la décision la plus audacieuse et la plus dangereuse de sa vie. Il resta à Charleston pour accomplir sa mission de justice. Il avait une dette de sang à régler avec chacun de ses 9 tortionnaires, et rien ne l'empêcherait de la solder intégralement. Sa première cible fut logiquement Cornelius Pemberton, l'organisateur et le cerveau du consortium. Solomon connaissait parfaitement la routine quotidienne de la plantation Magnolia Grove pour y avoir passé sa première semaine de calvaire méthodique. Il savait que Pemberton se rendait religieusement chaque matin à exactement 6 heures dans ses écuries pour inspecter personnellement ses chevaux de race, habitude si profondément ancrée dans son caractère méticuleux que même ses domestiques les plus anciens pouvaient la prévoir avec une précision d'horloge. Solomon l'attendait patiemment, dissimulé dans l'une des stalles les mieux situées, ayant étudié pendant des heures la configuration des lieux et les angles morts de la surveillance. Quand Pemberton entra dans l'écurie selon son habitude matinale, seul et confiant dans la sécurité de sa propriété, Solomon surgit silencieusement derrière lui et lui fit respirer un chiffon généreusement imbibé de chloroforme. Le planteur s'effondra sans un bruit, sans même avoir eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Ce qui suivit dépassa en horreur méthodique et en raffinement cruel tout ce que Pemberton avait pu infliger à ses nombreuses victimes au fil des années. Solomon traîna le corps inconscient de son premier tortionnaire vers les fondations de la maison principale, où des travaux de rénovation architecturale avaient récemment commencé sous la direction d'un entrepreneur de Charleston. Là, dans la terre humide et argileuse caractéristique de la région côtière de Caroline du Sud, Solomon creusa méticuleusement une fosse aux dimensions soigneusement calculées, juste assez grande pour contenir un homme adulte en position assise, les genoux repliés contre la poitrine. Cette position, particulièrement inconfortable et angoissante, était inspirée directement des techniques de confinement que Pemberton utilisait dans sa cave expérimentale. Quand Pemberton reprit lentement conscience, encore engourdi par les effets persistants du chloroforme, il découvrit avec une terreur grandissante qu'il se trouvait enterré jusqu'au cou dans la terre froide et humide de sa propre plantation. Seule sa tête dépassait du niveau du sol et un tube de bambou soigneusement inséré dans sa bouche lui permettait de respirer avec difficulté. Solomon avait calculé que dans cette position précaire, avec juste assez d'air pour survivre, mais pas assez pour crier efficacement ou appeler à l'aide, Pemberton pourrait tenir plusieurs jours avant de mourir lentement de soif, d'exposition aux éléments ou d'épuisement psychologique, mais ce n'était que le début de la vengeance raffinée de Solomon. Avant de quitter les lieux, il plaça stratégiquement devant les yeux horrifiés de Pemberton un miroir brisé en plusieurs fragments, disposé de manière à ce que sa dernière vision soit son propre reflet déformé et multiplié par la terreur. Puis il combla partiellement la fosse avec des pierres et de la terre soigneusement tassée, ne laissant qu'un petit espace vital autour de la tête de sa victime. Les travaux de rénovation devaient officiellement reprendre le lundi suivant. Les ouvriers découvriraient inévitablement le corps,
mais pas avant que Pemberton n'ait vécu l'agonie prolongée qu'il avait infligée à tant d'innocents dans sa cave expérimentale. La deuxième victime de Solomon fut Marcus Ravencroft, le juge respecté qui pervertissait la justice dans ses simulacres de tribunaux souterrains. Solomon savait que Ravencroft avait l'habitude invétérée de travailler très tard dans son bureau privé du tribunal de Charleston, souvent seul, jusqu'après minuit, pour préparer ses jugements du lendemain. Cette solitude nocturne offrait à Solomon l'opportunité parfaite pour sa vengeance. Ce soir-là, quand le juge quitta finalement le bâtiment du tribunal dans l'obscurité de la nuit Charleston, Solomon l'attendait dissimulé dans sa calèche personnelle. L'attaque fut aussi rapide que silencieuse. Ravencroft fut chloroformé avant même d'avoir pu comprendre qu'un danger le menaçait. Il se réveilla dans sa propre cave à vin, dans sa demeure élégante de Charleston. Mais la cave avait été transformée par Solomon en une parodie terrifiante des tribunaux fictifs que Ravencroft organisait pour torturer ses victimes. Solomon avait installé un système ingénieux de poulies et de cordes qui permettait à Ravencroft de choisir entre trois options, dans une reproduction cruelle des dilemmes impossibles que le juge imposait à ses victimes. Une première corde lui donnerait accès à une réserve d'eau, une seconde améliorerait temporairement son approvisionnement en air, et la troisième déclencherait supposément un mécanisme de libération. Mais le système était diaboliquement truqué par Solomon. Au bout de quelques heures d'utilisation, les trois cordes activeraient le même mécanisme fatal, transformant chaque choix en illusion de contrôle destinée à amplifier le désespoir final. Vous sentez des frissons parcourir votre échine? Alors aimez cette vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va arriver aux 7 autres membres de ce consortium maudit. Les jours suivants furent marqués par une terreur grandissante et soigneusement entretenue parmi l'élite de Charleston. Les corps de Pemberton et Ravencroft furent découverts dans des circonstances si troublantes et inexplicables que les autorités municipales prirent immédiatement la décision d'étouffer l'affaire pour éviter la panique générale et préserver la réputation de respectabilité de la ville. Mais parmi les cercles les plus fermés et les plus influents de la haute société Charleston, la nouvelle se répandit néanmoins comme une traînée de poudre alimentée par les rumeurs et les spéculations. Quelqu'un ou quelque chose s'en prenait méthodiquement aux membres les plus respectés et les plus puissants de leur communauté, utilisant des méthodes d'une sophistication et d'une cruauté qui dépassaient tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Silas Caldwell, l'ancien militaire dont l'expérience du combat aurait dû le rendre plus méfiant, fut paradoxalement le troisième à tomber dans les pièges minutieusement tendus par Solomon. Il disparut un matin brumeux alors qu'il effectuait sa tournée habituelle d'inspection de ses champs de coton, profitant de la brume matinale caractéristique de l'automne carolinien pour s'approcher de ses ouvriers agricoles sans être vu par d'éventuels observateurs hostiles. Solomon l'attendait dans les rangées de cotonniers, invisible dans la brume blanche qui montait des champs humides. L'attaque fut si rapide et si professionnelle que Caldwell, malgré son entraînement militaire, n'eut aucune chance de résister ou même de comprendre ce qui lui arrivait. Il s'effondra entre les plants de coton, terrassé par le chloroforme avant d'avoir pu pousser le moindre cri d'alarme. Caldwell se réveilla dans un cauchemar qui reproduisait avec une précision diabolique l'univers militaire qu'il chérissait tant. Solomon l'avait enterré dans un trou creusé selon les spécifications exactes d'une tranchée militaire réglementaire, avec juste assez d'espace pour bouger les bras et la tête, mais pas assez pour se lever ou s'échapper. Au-dessus de lui, Solomon avait installé un mécanisme de précision horlogère qui reproduisait les bombardements d'artillerie. Toutes les heures exactement, une petite quantité de terre tombait du plafond de fortune, accompagné d'un petit panneau indicateur du temps restant avant l'ensevelissement complet. Caldwell, avec sa formation militaire, pouvait calculer exactement combien de temps il lui restait à vivre, minute par minute, heure par heure. Cette précision mathématique de sa mort annoncée était plus terrifiante que l'incertitude, transformant ces derniers moments
en un décompte inexorable vers l'anéantissement. Le banquier Tobias Henley connut un sort particulièrement ironique qui reflétait parfaitement ses obsessions financières et sa cupidité légendaire. Solomon l'enleva dans les caves même de sa banque sur Broad Street, profitant de l'habitude de Henley de vérifier personnellement ses réserves d'or chaque soir avant de fermer l'établissement. Henley se réveilla enterré dans la cave de sa propre institution financière, sous un tas soigneusement disposé de pièces d'or factices que Solomon avait fabriquées avec un talent d'artisan. Le banquier pouvait voir et toucher la fortune qu'il avait passé sa vie entière à amasser avec une avarice maladive, mais chaque mouvement désespéré pour s'emparer de ces richesses illusoires faisait s'effondrer un peu plus de terre sur lui, l'ensevelissant progressivement dans sa propre cupidité. C'était un parfait exemple de châtiment poétique. L'avarice de Henley était littéralement devenue l'instrument de sa propre destruction, chaque geste vers la richesse accélérant sa mort dans une spirale infernale de cause à effet. Le docteur Ezra Thornton, celui qui avait mené des expériences pseudo-médicales sur Solomon avec la froideur d'un scientifique étudiant un animal de laboratoire, découvrit à son réveil qu'il était devenu lui-même un sujet d'étude dans son propre laboratoire privé. Solomon l'avait installé dans une camisole de force de conception médicale, entouré de tous ses instruments de mesure et d'observation qu'il utilisait habituellement pour documenter les souffrances de ses victimes. Un mécanisme ingénieux, digne d'un horloger de précision, permettait aux instruments de mesurer et d'enregistrer automatiquement les constantes vitales de Thornton, tandis qu'il mourait lentement d'épuisement et de terreur psychologique. Solomon avait même préparé un carnet médical détaillé, imitant parfaitement l'écriture clinique et méthodique de Thornton, documentant scientifiquement chaque étape de son agonie comme une authentique étude médicale sur les effets de la terreur prolongée sur l'organisme humain. Sujet masculin, âge 62 ans, médecin de profession, commençait le faux rapport rédigé par Solomon. Observation clinique des réactions physiologiques à la terreur prolongée en environnement contrôlé. Pouls initiales, 90 battements par minute. Respiration, 22 cycles par minute. Dilatation pupillaire notable. Le sujet semble comprendre l'ironie de sa situation expérimentale. Thornton vécut assez longtemps pour lire chaque ligne de ce rapport médical fictif, reconnaissant dans chaque phrase la méthodologie rigoureuse qu'il avait lui-même utilisée pour torturer et humilier ses victimes. La précision clinique de Solomon égalait et dépassait même celle du médecin, mais elle servait désormais une justice implacable plutôt qu'une curiosité scientifique pervertie. Nathaniel Brooks, le pasteur hypocrite qui profanait quotidiennement sa chair en prêchant des vertus qu'il violait dans l'intimité de ses caves, connut une fin particulièrement chargée de symbolisme religieux. Solomon l'enterra méthodiquement sous la chaire même de son église méthodiste sur Meeting Street, mais selon une configuration spatiale d'une précision diabolique. Il avait creusé une fosse parfaitement ajustée aux dimensions du pupitre pastoral, de sorte que Brooks se trouvait enterré exactement là où se tenaient habituellement ses pieds durant ses sermons dominicaux. Le système respiratoire que Solomon avait installé était d'une cruauté psychologique raffinée. L'air arrivait par un tube savamment dissimulé qui débouchait dans le pupitre même, permettant à Brooks d'entendre parfaitement chaque mot, chaque chant, chaque prière de sa congrégation. Ainsi, quand la communauté se rassemblait pour le service religieux dominical, Brooks pouvait entendre distinctement chaque note des hymnes, chaque parole des prières collectives, chaque mot des sermons de son remplaçant temporaire, tout en sachant qu'il mourait lentement sous les pieds même de ses paroissiens ignorants. Solomon avait même prévu un système acoustique rudimentaire qui amplifiait les sons de l'Église, transformant chaque célébration religieuse en torture auditive pour le pasteur enseveli. Brooks survécut à 3 services religieux complets, ces derniers moments terrestres accompagnés des voix émouvantes de sa communauté chantant « Amazing Grace » au-dessus de sa tête. Dans un ultime raffinement de cruauté symbolique, Solomon avait laissé près de lui une Bible personnelle ouverte à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 12.
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Augustus Fleming, l'avocat spécialisé dans les questions juridiques complexes de l'esclavage, fut découvert dans les archives secrètes du tribunal de Charleston, enterré vivant au milieu même des documents légaux qu'il avait personnellement contribué à rédiger pour maintenir, justifier et perfectionner l'institution de l'esclavage en Caroline du Sud. La mise en scène orchestrée par Solomon était d'un symbolisme juridique saisissant. Fleming était enchaîné avec des fers d'esclaves authentiques, entouré de contrats de vente d'êtres humains qu'il avait personnellement rédigés avec un talent juridique indéniable. Solomon avait disposé ces documents avec un soin maniaque, de manière à former un cercle parfait autour de sa victime, créant une sorte de bibliothèque de l'horreur légale où Fleming pouvait lire, dans ses derniers instants de lucidité, l'inventaire complet et détaillé de ses crimes contre l'humanité. Parmi ces documents soigneusement sélectionnés, Solomon avait intercalé des témoignages poignants d'esclaves maltraités, des lettres déchirantes de familles séparées par les ventes forcées, des rapports médicaux accablants sur les sévices physiques et psychologiques subis dans les plantations. Fleming fut ainsi contraint de prendre conscience, document après document, de l'ampleur véritable des souffrances humaines qu'il avait légalement autorisées, protégées et rationalisées au nom du droit et de l'ordre social. Un détail particulièrement troublant révélait la minutie psychologique de Solomon. Il avait calculé l'éclairage de la cave de manière à ce que Fleming ne puisse lire qu'un seul document à la fois, l'obligeant à découvrir progressivement et méthodiquement l'étendue de ses crimes. Chaque nouvelle lecture était plus accablante que la précédente, construisant une montée dramatique vers la révélation finale. Son propre acte de décès, déjà rédigé et signé de la main élégante de Solomon. Vincent Carey, le marchand prospère, propriétaire des plus grands entrepôts du port de Charleston, connut un sort parfaitement adapté à ses activités commerciales lucratives. Solomon l'enterra vivant dans l'un de ses propres entrepôts portuaires, au milieu même des marchandises qu'il avait accumulées grâce au commerce triangulaire et au travail gratuit des esclaves. Mais Solomon avait transformé cet entrepôt familier en un labyrinthe cauchemardesque d'une complexité diabolique. Les caisses et les ballots de coton étaient disposés selon un plan géométrique précis, de manière à former des couloirs étroits et sinueux qui menaient tous, après de multiples détours et fausses pistes, vers le centre géographique de l'entrepôt, où se trouvait la fosse soigneusement creusée de carrés. Le marchand était enterré jusqu'à la taille dans cette fosse centrale, ses mains restant libres, mais totalement incapables d'escalader les parois volontairement rendues glissantes par Solomon. L'ingéniosité diabolique de Solomon se révélait dans les détails techniques. Il avait attaché une cloche de bronze au poignet droit de Carré, de sorte que chaque mouvement désespéré de la victime produisait un son métallique qui résonnait dans tout l'entrepôt. Mais l'écho créé par la disposition savamment calculée des marchandises rendait absolument impossible la localisation précise de la source du bruit. Même si quelqu'un entendait distinctement la cloche sonner, il lui faudrait des heures d'errance dans le labyrinthe commercial pour naviguer dans ce dédale et découvrir finalement Carrie. Pire encore, Solomon avait calculé scientifiquement les effets de l'humidité portuaire sur la stabilité des piles de marchandises. Avec le temps, l'humidité salée faisait gonfler le coton et déstabilisait progressivement les empilages, modifiant constamment la configuration du labyrinthe et rendant obsolètes les repères que pourrait prendre un éventuel sauveteur. Jeremiah Blackstone était la dernière cible de Solomon, mais aussi la plus difficile et la plus dangereuse de toutes. Le jeune homme de 35 ans, malgré sa brutalité impulsive, possédait une intelligence tactique aiguisée par son éducation militaire privée. Il avait rapidement compris que les disparitions successives n'étaient pas dues au hasard ou à une série de coïncidences malheureuses, mais suivaient un pattern logique et méthodique. Sa formation militaire lui avait appris à reconnaître les stratégies d'encerclement et d'élimination systématique, et il avait identifié Solomon comme la menace principale bien avant que les autorités municipales ne comprennent seulement ce qui se passait dans leur ville.
Cette lucidité tactique le rendait infiniment plus dangereux que ses associés, mais aussi plus prévisible dans ses réactions défensives. Blackstone transforma immédiatement sa demeure imposante de East Bay Street en véritable forteresse militaire. Il engagea 6 gardes armés triés sur le volet, tous d'anciens soldats, rompus aux techniques de combat et de surveillance, fit installer des barreaux de fer forgés aux fenêtres et ne sortait plus de sa propriété qu'accompagné d'une escorte armée organisée selon les règles de l'art militaire. Il avait même fait venir spécialement de Virginie son frère cadet, Marcus Blackstone, ancien officier de cavalerie décoré pour sa bravoure pendant les campagnes contre les Indiens, pour coordonner sa protection personnelle et organiser la défense de sa demeure selon les principes de la stratégie militaire défensive. Mais Solomon connaissait la faiblesse psychologique secrète de Jeremiah, une vulnérabilité que toutes les précautions militaires du monde ne pourraient pas protéger. Sa claustrophobie pathologique et invalidante, développée durant l'enfance, après avoir été accidentellement enfermé pendant des heures interminables dans un puits abandonné de la plantation familiale. Cette terreur primale et irrationnelle était mentionnée dans plusieurs lettres personnelles confidentielles que Solomon avait découvertes et lues durant sa captivité chez Blackstone. Des correspondances intimes où le jeune homme confiait ses angoisses les plus secrètes à un ami médecin de Richmond. Solomon élabora alors son plan le plus audacieux et le plus risqué, un plan qui dépassait en sophistication tout ce qu'il avait accompli jusqu'alors. Il ne pouvait pas s'introduire par la force dans la demeure transformée en forteresse. Alors il ferait venir Blackstone à lui par manipulation psychologique. Pour cela, il utiliserait l'arme la plus puissante et la plus dangereuse dont il disposait, l'information compromettante sur le consortium. La nuit du 15 novembre 1856, Solomon déposa anonymement au bureau du Charleston Mercury un dossier complet et accablant sur les activités secrètes du consortium. Le journaliste Thomas Whitman, réputé dans toute la ville pour son intégrité professionnelle et son courage moral, reçut des preuves documentaires absolument irréfutables, correspondances originales, témoignages détaillés, plans techniques des installations expérimentales, liste complète des victimes précédentes avec leur nom et leur date de disparition. Mais Solomon avait soigneusement et délibérément omis le nom de Jeremiah Blackstone du dossier livré aux journalistes, tout en y incluant suffisamment d'indices et de références indirectes pour que Blackstone comprenne immédiatement qu'il était parfaitement identifié et que son nom pourrait être révélé à tout moment. Le message implicite était d'une clarté cristalline. Soit Blackstone se rendait de lui-même à Solomon pour un règlement de compte en tête-à-tête, soit son nom serait livré au journal et au public le lendemain matin, avec toutes les conséquences judiciaires et sociales catastrophiques que cela impliquait. Blackstone, acculé et conscient que sa situation était désespérée, prit la décision fatale de confronter Solomon directement, plutôt que d'attendre passivement la révélation publique de ses crimes. Il pensait pouvoir utiliser sa supériorité numérique, sa formation militaire personnelle et l'expérience de combat de ses hommes pour capturer et éliminer définitivement son ennemi. C'était exactement la réaction que Solomon espérait et avait soigneusement provoquée. Le rendez-vous fut fixé par un message laissé dans l'église profanée de Brooks, les ruines romantiques de l'ancienne plantation Ravenswood, abandonnée depuis une décennie et située à 1 heure de cheval au nord de Charleston, en pleine forêt de pins et de chênes. Blackstone s'y rendit avec ses 6 gardes du corps les mieux entraînés, convaincu de son avantage tactique écrasant. Il découvrit Solomon qui l'attendait calmement, seul et apparemment désarmé, debout au milieu des ruines pittoresques de la maison principale. Mais c'était un piège d'une sophistication extraordinaire que Solomon avait préparé pendant des semaines. Il avait passé des nuits entières à creuser un réseau complexe de tunnels souterrains sous les ruines, installant des mécanismes ingénieux déclenchés par le poids et le mouvement selon les principes de l'ingénierie militaire. Quand Blackstone et ses hommes pénétrèrent dans la clairière selon la formation tactique qu'ils avaient répétée, le sol s'effondra sous leurs pieds selon un plan minutieusement calculé par Solomon.
Les gardes tombèrent dans des fosses individuelles parfaitement dimensionnées, assez profondes pour les neutraliser complètement, mais pas assez pour les blesser mortellement. Solomon ne voulait pas d'autres victimes que les membres du consortium. Les hommes de Blackstone n'étaient que des instruments innocents. Blackstone lui-même se retrouva face à face avec Solomon dans une chambre souterraine que ce dernier avait soigneusement aménagée comme une réplique exacte de la cave où il avait été torturé. Chaque détail était reproduit avec une précision obsessionnelle. Les chaînes, les instruments de torture, l'éclairage tamisé, même l'odeur caractéristique d'humidité et de moisissure qui imprégnait les lieux. « Vous vous souvenez de cet endroit, monsieur Blackstone ?» demanda Solomon d'une voix parfaitement calme et contrôlée. « C'est ici que vous m'avez expliqué avec tant d'éloquence que la souffrance était nécessaire pour forger le caractère humain et que la torture était un art qui demandait des années de pratique pour être maîtrisé. J'ai été un élève attentif et appliqué. Vos leçons ont porté leurs fruits. La confrontation psychologique dura des heures interminables. » Solomon força méthodiquement Blackstone à revivre et à détailler chaque moment de torture qu'il avait infligé à ses victimes, non pas en le frappant physiquement, mais en lui décrivant avec une précision clinique terrifiante l'impact psychologique durable de chaque sévice sur ses victimes. Il révéla à Blackstone l'étendue complète de ses connaissances sur le consortium, les noms de toutes les victimes passées, les détails intimes de leurs souffrances, les méthodes de torture spécifiques développées par chaque membre. Vous pensiez que nous étions des animaux sans mémoire, ni intelligence, continua Solomon, avec une froideur qui glaçait le sang. Mais nous voyions tout, nous entendions tout, nous retenions tout dans les moindres détails. Chaque larme versée dans vos caves, chaque cri étouffé par vos bâillons, chaque prière murmurée dans l'obscurité de vos laboratoires d'horreur. Nous étions vos témoins silencieux et patients, et aujourd'hui, nous sommes devenus vos juges implacables. Blackstone tenta désespérément de négocier sa survie, offrant d'énormes sommes d'argent, la liberté immédiate et garantie, même la révélation détaillée d'autres conspirations similaires qu'il connaissait dans d'autres États du Sud. Mais Solomon ne l'écoutait plus. Il avait préparé pour son dernier ennemi un châtiment final à la hauteur de l'ensemble de ses crimes. Le cercueil que Solomon avait confectionné de ses propres mains était une œuvre d'art macabre et symbolique. Fabriqué avec du bois récupéré dans les carters des esclaves de différentes plantations, il reproduisait exactement les dimensions claustrophobiques des cages de transport utilisées pour le commerce triangulaire entre l'Afrique, les Amériques et l'Europe. Blackstone, qui mesurait 6 pieds de hauteur, fut contraint de s'y tenir dans une position fétale inconfortable, reproduisant exactement la posture que les captifs africains avaient dû adopter durant leur traversée cauchemardesque de l'Atlantique. Mais le raffinement psychologique de Solomon dépassait la simple reproduction historique symbolique. Il avait installé un système complexe de tubes et de réservoirs qui fournirait à Blackstone juste assez d'air et d'eau pour survivre plusieurs semaines dans d'atroces souffrances. La quantité était calculée scientifiquement avec la précision d'un pharmacien. Assez pour maintenir les fonctions vitales, pas assez pour le moindre confort physique ou psychologique. Au-dessus du cercueil enterré, Solomon plaça son mécanisme le plus diabolique, celui qu'il avait conçu et perfectionné durant ses longues nuits d'insomnie et de planification. Une cloche de bronze était reliée à une corde que Blackstone pouvait atteindre depuis l'intérieur de sa prison souterraine. S'il tirait sur cette corde, la cloche sonnerait et alerterait potentiellement des secours qui passeraient dans cette région reculée. Mais il y avait un piège psychologique d'une cruauté raffinée. Tirer sur la corde déclencherait simultanément un mécanisme qui bloquerait définitivement l'arrivée d'air frais. Blackstone devait choisir entre mourir lentement dans le silence terrifiant de sa claustrophobie ou risquer une mort beaucoup plus rapide en appelant à l'aide. Cette torture mentale était la signature finale de Solomon, le couronnement de son art. Il avait retourné contre son dernier ennemi les propres dilemmes impossibles que Blackstone et ses associés imposaient à leurs victimes. Avant de sceller définitivement le cercueil avec de la terre humide,
Solomon se pencha vers le visage terrorisé de Blackstone et lui murmura ces derniers mots d'adieu. « Vous m'avez enseigné que la cruauté était un art qui demandait du talent et de la patience. J'ai été un élève exceptionnellement doué et appliqué. Maintenant, vous allez pouvoir expérimenter personnellement votre propre chef-d'œuvre pédagogique. J'espère que vous apprécierez la leçon autant que moi j'ai apprécié les vôtres. » Le 16 novembre au matin, dans une démarche qui stupéfia toute la ville, Solomon Hartwell se présenta volontairement au bureau du shérif William Hutchinson. Il était vêtu de ses meilleurs habits, ceux-là même qu'il portait le jour de sa vente aux enchères sur Chalmers Street, et portait sous le bras un sac de cuir contenant tous les documents compromettants du consortium qu'il avait soigneusement rassemblés. « Monsieur le shérif, dit-il avec un calme impressionnant qui troubla profondément Hutchinson, je viens confesser avoir tué 9 hommes de cette ville. Voici les preuves complètes et détaillées de leurs crimes contre l'humanité, et voici les indications géographiques précises pour retrouver leurs corps. La justice a été rendue selon la loi du talion. Le reste appartient désormais à l'histoire et au jugement de Dieu. L'enquête officielle qui suivit cette confession volontaire révéla l'étendue véritable du complot des 9 planteurs et bouleversa les fondements même de la société Charleston. Les correspondances et les documents découverts dans le sac de Solomon prouvaient l'existence d'un réseau organisé de torture expérimentale, avec des ramifications qui s'étendaient dans plusieurs États du Sud et des connexions avec des personnalités politiques et économiques de premier plan. Les autorités trouvèrent aussi les fosses communes contenant les corps de plus de 40 esclaves, hommes et femmes, qui avaient subi le même sort que Solomon avant lui, victimes oubliées d'un système de torture organisé qui fonctionnait depuis plus d'une décennie dans la plus totale impunité. Chaque squelette racontait une histoire de souffrance méthodique. Chaque crâne brisé témoignait de la cruauté systématique d'hommes qui se présentaient publiquement comme les piliers moraux de leur communauté. Mais face à l'ampleur catastrophique du scandale et aux implications politiques et économiques désastreuses pour les familles les plus influentes de Charleston, la décision fut rapidement prise au plus haut niveau de l'État de Caroline du Sud d'étouffer complètement l'affaire. Le gouverneur lui-même, pressé par les lobbies économiques et les réseaux d'influence qui contrôlaient l'économie de l'État, ordonna personnellement que l'enquête soit immédiatement classée « secret d'État » et que seules les familles directement concernées soient discrètement informées des détails les plus accablants. Le procès de Solomon fut une mascarade judiciaire d'une rapidité suspecte. Officiellement accusé de 9 meurtres avec préméditation, il fut jugé en huis clos complet devant un tribunal d'exception composé exclusivement de planteurs et de commerçants ayant des liens financiers ou familiaux avec les victimes. Aucun témoignage à décharge ne fut autorisé. Aucune preuve des tortures subies ne fut officiellement présentée. Aucun avocat indépendant ne fut autorisé à le défendre. Solomon lui-même refusa catégoriquement de se défendre ou de plaider les circonstances atténuantes. Quand le juge-président lui demanda s'il avait quelque chose à dire pour sa défense avant le prononcé du verdict, il répondit simplement, d'une voix claire qui porta dans tout le tribunal silencieux, « J'ai fait exactement ce que la justice divine exigeait de moi. Je n'ai rien à ajouter à mes actes et je n'ai rien à retrancher de mes convictions. » Le verdict fut rendu en moins d'1 heure de délibération. Coupable sur tous les chefs d'accusation, condamnation à mort par pendaison publique. L'exécution fut fixée au 23 décembre 1856, exactement 2 mois, jour pour jour, après l'achat initial qui avait déclenché cette tragédie sanglante. Mais plusieurs témoignages troublants de l'époque rapportent des incohérences majeures et inexpliquées dans le récit officiel de son exécution. D'abord, contrairement à la coutume établie et aux traditions judiciaires de Charleston, le corps de Solomon ne fut jamais exposé publiquement après la pendaison. Les autorités prétextèrent des raisons impérieuses de sécurité publique pour justifier cette entorse au protocole habituel qui voulait que les corps des criminels exécutés soient montrés à la population pour servir d'exemple dissuasif.
Ensuite, l'exécution elle-même se déroula dans des conditions exceptionnellement inhabituelles qui intriguèrent les rares témoins autorisés. Seuls quelques observateurs triés sur le volet furent autorisés à y assister, et plusieurs d'entre eux rapportèrent plus tard, sous le sceau du secret, des détails contradictoires et troublants sur le déroulement réel de la cérémonie. William Crawford, le bourreau officiel de Charleston, était pourtant réputé dans toute la région pour sa précision technique irréprochable et sa sobriété professionnelle exemplaire. Mais plusieurs témoins oculaires notèrent qu'il semblait particulièrement nerveux et agité ce jour-là, consultant fréquemment des notes manuscrites et hésitant visiblement sur des procédures qu'il maîtrisait pourtant parfaitement après 15 ans d'expérience. Plus troublant encore, le corps fut immédiatement transféré vers une destination inconnue et tenue secrète immédiatement après l'exécution, sans que les familles des victimes puissent le voir pour s'assurer de la réalité de la mort de leur bourreau. Cette précipitation était d'autant plus suspecte que la tradition judiciaire voulait que les corps des criminels exécutés soient exposés plusieurs jours pour permettre aux familles des victimes de constater l'accomplissement de la justice. Dans les semaines qui suivirent cette exécution officiellement accomplie, plusieurs habitants respectables de Charleston affirmèrent avoir aperçu un homme correspondant exactement au signalement physique de Solomon dans différents quartiers de la ville, aussi bien dans les zones résidentielles que dans les faubourgs populaires. Ces témoignages furent officiellement attribués par les autorités à l'hystérie collective et au traumatisme psychologique causé par l'affaire. Mais leur récurrence et leur précision continuent d'interroger les historiens. Le premier témoignage vraiment crédible et circonstancié vint du révérend Elijah Freeman, pasteur universellement respecté de la communauté noire de Charleston et homme d'une intégrité morale reconnue par tous. Freeman jura sur la Bible avoir personnellement rencontré Solomon dans les faubourgs industriels de la ville 3 jours exactement après son exécution supposée. Selon son témoignage détaillé, Solomon lui aurait confié un message énigmatique destiné à ceux qui viendraient après lui pour continuer l'œuvre de justice et lui aurait remis un paquet soigneusement scellé avant de disparaître silencieusement dans la nuit. Ce paquet mystérieux, ouvert seulement en 1865 à la demande expresse de Freeman mourant, contenait les plans architecturaux détaillés de toutes les installations expérimentales.